Après le coup de poing surpuissant du fléau Naoya, il remarque que Noritoshi a réussi à se défendre contre l'attaque. Naoya trouve cela impressionnant. Même s'il est une merde, il reste le prochain chef de clan. Tandis que Noritoshi est assis, se remettant du coup, il pense que s'il n'avait pas bloqué l'attaque à mi-chemin grâce à son sang, sa tête et ses mains auraient explosé. Ne serait-ce qu'une seconde de relâchement et il serait mort. Il n'a donc d'autre choix que de se battre avec tout ce qu'il a. Se relevant, avec une détermination ravivée sur le visage, il active sa technique élan des écailles rouges pour attaquer le fléau qui fonce vers lui. Voyant le fléau foncer sur Noritoshi, Maki intervient, plongeant directement vers le monstre et le tailladant avec sa lame. En réaction, Noritoshi, dopé par sa technique, active son lien du sang, immobilisant l'esprit maudit et permettant à Maki de frapper une seconde fois. Mais à l'instant où son coup s'apprête à atteindre sa cible, Naoya tourne à une vitesse incroyable, déviant l'attaque et prenant Maki totalement par surprise. Leurs efforts combinés sont totalement inefficaces face à Naoya, qui conserve toujours l'ego de sa vie passée. Maki prévient Noritoshi que ce fléau n'est que l'ombre de Naoya, mais ce dernier la remercie, lui faisant savoir qu'il peut très bien se présenter lui-même. Noritoshi se demande alors si un humain transformé en fléau peut vraiment conserver son ancien ego à ce point. À côté de ça, l'existence de la Rika de Yuta prend bien plus de sens. Se préparant à reprendre le combat, Maki affirme que Naoya peut encore utiliser sa technique occulte, expliquant sa vitesse monstrueuse. En représailles, Naoya déclenche sa projection, envoyant une multitude d'images fixes vers Maki. Dès que ces cadres sont activés, une explosion dévastatrice se produit que Maki et Noritoshi évitent de justesse. Maki comprend alors qu'il utilise sa capacité à geler tout ce qu'il touche pendant une seconde, y compris l'air, puis à le frapper pour le briser. Sans se laisser décourager, Naoya s'élance à une vitesse supersonique. Noritoshi, confus, se demande s'il fuit, mais Maki le corrige, il accélère encore plus. Tandis que le fléau tourne autour d'eux à une vitesse folle, le duo discute rapidement de leur prochaine action. Noritoshi ajoute qu'il fondra sur eux quand il sera à son maximum et qu'il ne veut même pas imaginer la vitesse qu'il va atteindre. Maki, imperturbable, rappelle qu'il franchissait déjà le mur du son avant sa mutation. Maki déclare que si Naoya s'approche à cette vitesse, ils pourront l'attendre et porter un coup fatal, comme la dernière fois. Sentant le changement de trajectoire du fléau, Maki s'avance courageusement pour l'affronter de front, demandant à Noritoshi de rester en arrière. Celui-ci active également sa technique autour d'elle pour lui offrir une protection supplémentaire. Alors que le fléau pulvérise chaque vitre du bâtiment en accélérant, il est expliqué que Naoya aspire l'air à la vitesse du son par un orifice sur son corps, le comprime grâce à la pression et à l'énergie occulte, puis l'expulse, augmentant ainsi sa force de propulsion. Ayant atteint sa vitesse maximale, Mach 3, soit environ 3700 km/h, Naoya frappe avec une force si dévastatrice que Maki est laissée presque inconsciente, grièvement blessée. En voyant Maki à terre, Naoya ajoute « Impossible ». Il n'arrive pas à croire qu'il est déjà perdu face à ça. Se tenant au-dessus de Maki, Naoya se moque d'elle, écœurée d'avoir un jour cru qu'il aurait pu perdre contre elle. Il affirme qu'il existe des choses que les enfants ne peuvent jamais accomplir, mais que les adultes surmontent aisément. Une fois adulte, on en vient même à oublier les échecs répétés de l'enfance, et c'est exactement ce qu'il ressent en cet instant. Se moquant de cette absurdité, Maki lui demande sarcastiquement quand il a réellement été un adulte. Naoya lui répond cruellement qu'elle devrait peut-être poser la question à sa sœur morte. Fou de rage après cette insulte, Maki se relève de manière stylée malgré sa coordination imparfaite, tandis que Noritoshi décoche 2 nouvelles flèches en direction de l'entité malveillante. L'attaquant par l'arrière, Noritoshi enchaîne en utilisant sa manipulation du sang, lacérant le fléau et lui infligeant un coup dévastateur. Naoya, stupéfait, réalise l'énorme quantité de sang dépensée par l'exorciste. Reprenant ses esprits, il comprend que Noritoshi fait probablement circuler le sang hors de son corps avant de le réintégrer en continu, évitant ainsi de mourir d'une hémorragie. Sachant que seul Maki peut le vaincre, Noritoshi lui dit qu'il retiendra Naoya pendant qu'elle s'échappe. Mais Maki refuse et lui demande simplement 5 minutes. Noritoshi rétorque qu'elle a probablement subi des dégâts internes et qu'une pause aussi courte ne suffira pas. Malgré tout, Maki insiste. Elle ne bluffe pas. Elle a réellement besoin de 5 minutes pour se soigner complètement. Elle lui demande alors de ne pas mourir. Noritoshi lui répond qu'il ne promet rien, car honnêtement, peu importe qu'il vive ou qu'il meure. Le combat reprend. Naoya fonce sur eux, mais Noritoshi crée une ouverture de sang avant de plonger sur le côté, tandis que Naoya la traverse sans effort. Constatant que Maki a disparu, Naoya ajoute qu'il est incapable de ressentir sa présence puisqu'elle est comme Toji. Il demande alors où elle est passée. Noritoshi analyse la situation,
Bien que le corps de Naoya soit extrêmement rapide, il n'est pas particulièrement résistant. Il remarque aussi que, dans cette forme, lorsqu'il se rétracte dans sa carapace comme une tortue, une fois sa vitesse maximale atteinte, sa durabilité atteint probablement son maximum afin d'éviter qu'il ne se déchire sous l'effet de sa propre vitesse. En échange, à cause d'un vœu contraignant, il n'est normalement pas aussi dur. En d'autres termes, il est actuellement sensible au sang d'un utilisateur de la manipulation des hématies, un véritable poison pour les fléaux. Soudain, frappant à une vitesse supersonique, Noritoshi est pris de court et projeté sans défense à travers plusieurs arbres par l'attaque de Naoya. Enchaînant immédiatement, le démon misogyne accélère encore et percute de plein fouet l'exorciste vulnérable, le faisant cracher du sang. Tandis que Noritoshi chute vers le sol, Naoya le poursuit en plaisantant, disant que souffler du sang dans son conduit était un coup bas. Mais Noritoshi refuse d'abandonner. Il affirme que Naoya doit penser qu'il a peur de perdre trop de sang et qu'il va donc tout faire pour empêcher le sang de quitter son corps. Il joint alors les mains et tire un puissant rayon de sang droit vers la tête de Naoya. Malgré ses efforts, Naoya reste totalement imperturbable et déclare que le combat est terminé. Alors qu'il sent la fin approcher, Noritoshi sombre dans un flashback. Il se demande ce que dirait sa mère. Lui en voudrait-elle de ne pas être devenu le chef du clan? Il n'avait pas pu lui faire une place dans cette maison. Malgré tout, il n'appartient à aucun endroit. Revenant à la réalité, il voit Naoya, bien vivant, penché au-dessus de lui. Une nouvelle fois, Noritoshi est frappé par la carapace de Naoya et projeté en arrière de quelques mètres, mais cette fois, il se ressaisit rapidement. Se disant que plus personne dans sa vie personnelle n'a besoin de lui, Noritoshi tente de contre-attaquer avec un coup de poing direct, déclarant fièrement qu'il est temps de brûler complètement sa vie et qu'un jour, ses camarades feront de même avec ses cendres. À cet instant précis, alors que Naoya s'apprête à avancer pour mettre fin à la vie de Noritoshi, deux nouveaux combattants totalement improbables débarquent en criant Sumo et Katana, rejoignant le combat. Le 2 novembre, dans la colonie de Sakurajima, on voit un homme nommé Daido Agane hurler qu'il veut obtenir un katana. Tout comme le lutteur de sumo, il a été invoqué à l'époque actuelle, mais en plein cœur de la colonie de Sakurajima, à Kagoshima. Il a alors cherché partout, nuit et jour, un katana, jusqu'au jour où, en fouillant la chambre abandonnée d'un enfant, il découvre un jouet Kimetsu no Yaiba, première forme, en taille, de l'eau calme, caché dans une boîte. En trouvant enfin un katana, il se met à pleurer de bonheur. De l'autre côté, le 2 novembre, un autre joueur du jeu mortel invoqué au hasard, Miyo Rokujushi, se met à défier tous ceux qu'il croise à des combats de sumo. Il défie chaque homme, chaque femme, chaque enfant et même un chien, mais personne n'accepte. Finalement, le cœur brisé alors qu'il erre sans but, il entend le mot Nokota et défonce immédiatement la porte d'une grand-mère pour voir un match de sumo à la télévision. Enfin, heureux d'avoir trouvé ce qu'il cherchait, il demande où se déroule le combat et on lui répond que cela a lieu à Ryogoku, à Tokyo. Il se dit « Ryogoku, Tokyo, la capitale de l'Est ». Mais fidèle à son incroyable manque de jugeote, il part dans la mauvaise direction. Il va à droite et finit par arriver dans la colonie de Sakurajima, devenant ainsi un joueur de la traque mortelle. Alors que Noritoshi est pris de court par l'arrivée de nouveaux venus, Naoya ajoute qu'il s'en fout de toute façon et profite de la situation pour lancer des tentacules dans sa direction. Cependant, Maki réapparaît rapidement et tranche le bras attaquant. Naoya lui souhaite de nouveau la bienvenue. Noritoshi lui dit que ça ne fait même pas 3 minutes et Maki répond qu'elle ne pouvait pas rester en bas très longtemps. Noritoshi pense que c'est bien ce qu'il croyait. Maki doit encore s'échapper de la colonie et il est clair qu'elle n'a pas encore totalement récupéré. En voyant l'arme de Maki, Daido se met à hurler pour récupérer son katana et se précipite vers elle, criant et pleurant pour son sabre. Sachant que le combat est dans une impasse, Maki lance son katana en direction du vieil homme, espérant qu'un élément extérieur puisse changer l'issue de l'affrontement. À l'instant même où les doigts du vieil homme touchent la poignée et s'en emparent, les 4 combattants ressentent une présence écrasante émaner de lui. On apprend que Daido est l'incarnation d'un épéiste sans nom, mais brutalement inégalé. Parmi les joueurs, il est un cas à part, ne se battant qu'avec son épée et non avec de l'énergie occulte. Ce qui les a tous les 4 submergés n'était pas une énergie occulte, c'était ce qui émanait de lui lorsqu'il tenait le katana, une létalité absolue. Lorsqu'il tranche en direction du fléau, Naoya parvient de justesse à esquiver l'attaque de Daido. Il remarque qu'il n'y a aucune inscription du fabricant ni de garde en croix, mais il n'est pas mal du tout. Et surtout, c'est une lame ensorcelée. Soudainement, l'ancien samouraï s'agace parce que le katana ne lui obéit pas vraiment et se met à lui crier dessus, lui demandant s'il essaie de l'humilier. Sans perdre une seconde, Naoya lance une attaque ravageant l'horizon, mais Daido réussit à esquiver. Comme Maki, Daido n'a pas d'énergie occulte et ne peut pas voir les fléaux. Il demande donc s'il y a un esprit devant lui. Surprise, Maki, qui pensait qu'il pouvait voir les fléaux, lui demande s'il n'y arrive vraiment pas. Il lui demande ensuite
Si tu peux voir tout le reste, ce n'est pas la même chose que de le voir. Une fois sa phrase terminée, il abat sa lame, frappant directement Naoya et le tranchant en deux, le prenant totalement par surprise. Choquée par ce qu'elle vient de voir, Maki essaie de comprendre pourquoi elle n'a pas réussi à porter un coup mortel à Naoya, alors que Daido y est parvenu facilement dans les mêmes conditions. Elle se demande ce qu'elle ne voit pas encore et quelle est la différence entre elle et Toji. Mais alors qu'elle réfléchit, Mio se pointe derrière elle et active son territoire simple appelé Akeyoi. Alors que Maki s'interroge sur la différence entre elle et Toji, elle ressent soudainement l'apparition d'un territoire simple dans son dos. En se retournant, elle voit Mio qui lui dit de se calmer, que tous ses beaux muscles vont se relâcher, puis lui demande si elle aime le sumo et de faire du sumo. Il est expliqué que le territoire de Mio existe uniquement pour le bien du sumo. C'est une barrière où tout le reste est coupé, un pur combat de sumo. Afin d'éliminer tous les éléments liés au serment, ce territoire ne peut être achevé que lorsque les deux camps sont d'accord. À la grande irritation de Noritoshi, Maki accepte nonchalamment de participer. Un immense sourire s'affiche alors sur le visage de Mio, il atteint enfin le bonheur et son territoire commence à les englober tous les deux. Ne comprenant pas pourquoi Maki accepte, Noritoshi lui demande ce qu'elle a en tête. Maki lui répond qu'en réalité, elle réfléchissait trop et qu'elle avait simplement besoin de se détendre un peu. Le territoire recouvrant désormais entièrement le duo, Maki entre dans l'arène. En prenant sa position, elle se demande ce qu'elle ne parvient toujours pas à voir. En y réfléchissant davantage, elle se pose la même question encore et encore. Sentant l'attaque approcher, Mio se glisse facilement derrière Maki avant qu'elle ne puisse l'attraper. Lorsqu'elle se retourne pour contre-attaquer, il se baisse instantanément sous sa prise gauche, puis se redresse d'un coup, verrouille parfaitement son bras autour du sien et utilise l'élan précédent de Maki pour la projeter hors du ring, remportant ainsi le premier combat. Debout au-dessus d'elle, victorieux, Mio déclare que le sumo est la meilleure chose. Mais il sait qu'elle peut mieux faire. Au moment où ils ont commencé le match, il savait qu'elle le dévorerait s'il l'avait affronté de front. En adoptant une posture incroyablement audacieuse devant Maki, il lui demande ce qui ne va pas, pourquoi elle n'arrive pas à se concentrer. Il est alors expliqué qu'il n'y avait personne que Maki pouvait appeler professeur. Ce n'était pas qu'elle en refusait un, ni qu'elle était devenue trop orgueilleuse pour en accepter un, elle n'avait simplement jamais envisagé de devenir plus forte en s'appuyant sur quelqu'un d'autre. C'est pour cela qu'elle ne sait pas quoi lui répondre à cet instant. Mais Mio, malgré son air bizarre, comprend qu'elle repense encore à ce que Daido a dit plus tôt, ce qui explique son silence. Il lui demande de se relever et de faire un autre combat de sumo, car c'est la seule manière qu'ils connaissent pour expliquer les choses. À travers d'innombrables affrontements successifs, Mio commence à lui expliquer qu'elle s'est laissée captiver par elle-même, son adversaire, les malédictions, ou peut-être simplement par les humains. Perdu, Maki demande si ce n'est pas la même chose que le sumo. Mio acquiesce et explique que les humains se heurtent les uns aux autres à l'intérieur du cercle. C'est ce qu'ils appellent la communication. Mais ces mêmes humains sont façonnés à l'extérieur du cercle. Si elle veut vraiment comprendre l'être humain à l'intérieur du doyo, alors elle doit sortir de ce doyo, mais pas littéralement. À partir du moment où elle se meut, jusqu'à l'instant où elle retourne dans le doyo, tout coule en elle. C'est comme si elle pouvait sentir la lumière, ou voir le son, tout sur son adversaire, tout sur elle-même. Elle peut tout ressentir. Et quand cela arrive, le corps qui se trouve devant ses yeux n'a plus d'importance. Même le fait de gagner ou de perdre perd son sens. C'est ce que le samouraï voulait dire. On peut dire que c'est la liberté. Grâce aux paroles pleines de sagesse de l'ancien maître du sumo et à la multitude de combats, Maki comprend enfin ce qu'elle doit faire. Il ne lui reste plus qu'à en faire l'expérience elle-même. Les deux entament un nouveau combat, puis le temps s'accélère jusqu'à la fin de leur affrontement. En sortant du territoire, Maki laisse tout le monde sous le choc. On la voit sourire tout en ajoutant qu'elle se sent super bien.